BX1 +. Le face-à-face. Pour l'instant, c'est notre face-à-face et on va s'intéresser à la taxation des sociétés. On va bien sûr revenir sur cette idée lancée par Joe Biden d'avoir une taxation minimale de 15% dans le monde entier. On va se poser la question de savoir ce que ça pourrait avoir comme impact pour l'impôt des sociétés, ce qu'on appelle l'ISOC en Belgique. On va en parler avec Thierry Afschrift, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles et avocat fiscaliste. Arnaud Zacharie du CNCD 11-11-11 et Gilles Vandenburg, qui est député pour Écolo au Parlement fédéral. On va d'abord faire un petit point sur ce qu'a proposé Joe Biden et pourquoi c'est si important. Est-ce que les choses sont en train de bouger, Vanessa Lillier? Oui, donc le président américain a proposé qu'un taux d'imposition minimal de 15% soit mis en place au niveau mondial via l'OCDE. Alors l'objectif est d'empêcher certaines grosses entreprises de faire usage de niches fiscales et d'ainsi payer des impôts trop faibles au vu de leur taille. On pense notamment à Netflix ou à Amazon qui, aux États-Unis, ne payent pas d'impôt fédéral sur le revenu grâce à une série d'opérations qui restent tout de même légales, rappelons-le. Alors 15% pour l'instant, c'est une proposition plancher puisque le Trésor américain aimerait aller plus loin et souhaite être ambitieux sur ce point. À l'origine, Joe Biden proposait d'ailleurs qu'aux États-Unis, le taux d'imposition des sociétés passe à 28%, mais il s'est heurté aux républicains sur ce point. Alors, je vais peut-être commencer avec vous, Arnaud Zacharie, au CNCD 11-11-11. Vous attirez très régulièrement notre attention sur l'évasion fiscale. Vous êtes en train de gagner la partie et c'est grâce à Joe Biden. C'est une bonne nouvelle pour vous? Le fait qu'il y ait un taux minimum mondial, c'est évidemment une bonne nouvelle. Maintenant, une fois qu'on parle d'un taux, il faut savoir si c'est un taux théorique ou effectif. Il faut connaître aussi l'assiette, donc il faut savoir au juste qui va être ciblé. Et puis, il faut voir comment sera redistribué ensuite les gains selon quelle clé de répartition. Donc là, pour l'instant, on a un taux d'au moins 15%, nous dit-on, qui serait effectif et pays par pays. Donc, ces deux détails sont importants parce que ça veut dire que ça ne serait pas des gruyères. Maintenant, on voit déjà toute une série de pays qui demandent des exemptions. Londres veut l'exemption des services financiers. La France veut l'exemption de son système de subsides à la compétitivité, etc. Donc, il faut faire attention que ça ne devienne pas un gruyère. Et puis, au niveau du taux, aussi bien les 15% permettent de s'attaquer aux stratégies d'optimisation fiscale qui permettent à certaines grandes multinationales, surtout les géants du numérique, de payer parfois 0% d'impôts sur des profits plantureux. Mais ça ne va pas obligatoirement enrayer ce qu'on appelle la course au moins-disant fiscal. Vous savez que le taux d'impôt des sociétés a baissé au niveau mondial, a été divisé par 2, grosso modo, et c'est la même chose au niveau européen. Mais le taux moyen mondial est à 24% aujourd'hui. Donc, entre 24 et 15%, il y a encore de la marge. Donc, ça ne serait pas la fin de la course au moins-disant fiscal. Par contre, ça pourrait couper l'herbe sous le pied des stratégies agressives d'optimisation fiscale qui créent une injustice, y compris entre entreprises, puisqu'une PME va payer le taux théorique souvent en plein pot, là où des multinationales qui peuvent créer des filiales dans les paradis fiscaux pour y transférer les profits peuvent parfois payer 0%, comme on l'a vu encore l'année dernière avec Microsoft en Europe dans sa filiale en Irlande. Voilà, donc enthousiasme mesuré du côté d'Arnaud Zacharie. Thierry Afschrift, est-ce que c'est vraiment la fin des paradis fiscaux? On pense à l'Irlande, mais aussi à toute une série d'îles exotiques, par exemple. Est-ce qu'ils ont des soucis à se faire ou est-ce que vous seriez tout aussi mesuré qu'Arnaud Zacharie? Donc, je suis aussi mesuré qu'Arnaud Zacharie. Vous n'êtes pas toujours d'accord, donc on va déjà le noter. Mais effectivement... je pense d'abord qu'il faut clarifier cet accord parce qu'un impôt, c'est un taux multiplié par une base et on ne dit pas grand-chose à propos de la base. On vous parle d'un taux effectif de 15%, mais sur quoi? Or, il y a des choses qui ne seront pas dans la base. Dans la base, par exemple, il y a des revenus qui sont déjà taxés ailleurs. Il est difficile de les taxer 2 fois. Donc, il faudra suivre tout cela de très près pour voir ce que cela va donner. Les purs paradis fiscaux sont en fait rarement utilisés par ce type de multinationales qui sont les seules concernées parce que ceci ne concerne pas toutes les sociétés. Le taux de 15% concerne les grandes sociétés qui font plus de 550 millions de dollars de bénéfices par an. Ça va donc laisser de la marge pour les vrais paradis fiscaux. Par contre, pour des États de petite taille qui bénéficient en général
de systèmes avantageux pour attirer des investisseurs qui autrement ne viendraient pas chez eux parce qu'ils préfèrent les grands marchés. Ces États, c'est l'Irlande, vous l'avez cité, c'est les Pays-Bas, c'est la Suisse, c'est la Belgique, le Luxembourg aussi. Pour ces États-là, je pense qu'il y a des soucis à se faire parce qu'effectivement, le risque, c'est qu'un certain nombre de sociétés, des quartiers généraux et autres, quittent ces pays parce qu'il n'y a plus aucune raison d'y aller parce que tout reposait sur l'attractivité fiscale. Et donc, je pense que c'est un superbe mécanisme pour les grands pays et bien sûr d'abord pour les États-Unis parce qu'on a bien, j'ai vu la carte blanche notamment de M. Vandenberg qui dit très justement c'est excellent pour les Américains ce que fait Joe Biden. Mais c'est bien normal d'ailleurs, il est président des États-Unis, il veille aux intérêts américains. Je pense que c'est très bon aussi pour l'Angleterre, pour la France, pour l'Allemagne. Je pense que c'est pas si bon que ça pour la Belgique et je suis perplexe quant à la rentabilité pour le trésor belge quand on tient compte de ce qu'il y aura en plus et aussi de ce qu'il y aura en moins. Oui, donc peut-être pas une bonne affaire pour nous. Est-ce que dans la lutte globale, on va laisser l'Irlande de côté, mais quand on parle des vrais paradis fiscaux, les îles Caïmans, anglo-normandes ou autres, ces paradis fiscaux, vous croyez qu'on peut les faire disparaître avec ce genre de mesures ou pas ? Ou il y aura toujours un endroit sur la planète où ce serait intéressant d'aller planquer ses sous ? Alors je pense qu'ils sont de toute façon en voie de disparition depuis un bon bout de temps, depuis qu'on a pris des mesures notamment de communication des données concernant l'épargne. Je pense que ceci va leur frapper un coup supplémentaire, mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises y regardent à deux fois avant d'installer leur maison mère aux îles Vierges, par exemple, parce que pour leur réputation, notamment leur réputation à l'égard de l'administration fiscale, ça n'est pas bon du tout. Et donc je pense que ça ne fait que confirmer que ces États vont avoir un rôle de plus en plus marginal lorsqu'ils ne sont que ça. Ça n'est peut-être pas vrai pour des États qui ont par ailleurs une vraie économie, genre Hong Kong, par exemple. Ouais. Gilles Vandenberg, on va entendre votre point de vue. Je voudrais que vous réagissiez à ce que vient de nous dire Thierry Afschrift. C'est peut-être pas une si bonne nouvelle pour la Belgique parce que on a notamment en Belgique un grand nombre de sièges sociaux, donc des organes de coopération européens ou des sièges sociaux européens qui sont installés chez nous et qui profitent d'un système fiscalement avantageux. Oui, donc tout d'abord, moi je voulais quand même recadrer politiquement, parce que c'est un débat d'abord politique, et moi je m'en réjouis. On est en train surtout de parler de justice fiscale. Certains l'ont dit aujourd'hui, l'immense majorité de nos PME, de nos indépendants, de nos concitoyens, eh bien ils payent leurs impôts, je dirais, comme il faut pour financer le bien commun. Je rappelle que depuis le début de la crise du coronavirus, notre sécurité sociale a été sollicitée, donc des moyens ont été déployés à hauteur de 23 milliards d'euros. Ce qui est colossal et que nous soutenons pleinement, mais il faut pouvoir, de manière pérenne et donc durable et structurelle, continuer à financer ce bien public. Et donc, c'est une question de justice fiscale. Et donc, les grands groupes, et M. Afschrift a raison de dire, ce seront les très grands groupes qui sont visés ici, eh bien, certains, et de trop nombreux, ne payent aucun impôt. Aucun impôt en Europe, aucun impôt aux États-Unis, aucun impôt en Belgique, et donc ne participent pas au financement commun. Et ça, juste sur le principe de justice et de justice fiscale, ce n'est pas acceptable. Et donc, moi, je me réjouis politiquement qu'on avance là-dessus. Maintenant, sur de dire combien la Belgique, parce que c'est ça la question finalement, peut finalement espérer de ce changement de règles en termes de revenus, je peux dire, supplémentaires pour le trésor public. C'est évidemment un débat qui n'est pas tranché. Il faut voir au niveau technique comment tout ça va se mettre en place. Certaines études, et je suis d'accord qu'elles sont un peu optimistes, nous parlent de 10 milliards d'euros par an en plus de taux d'impôt des sociétés que la Belgique pourrait avoir si on va vers un impôt international de 15%. Mais je pense effectivement que c'est surévalué. Imaginons que c'est quelques milliards par an, ça reste colossal. Mais je le répète, le premier objectif, c'est un objectif de justice et de justice fiscale. Alors, on vient de dire à plusieurs reprises qu'il y avait des entreprises, y compris en Belgique, qui payaient assez peu d'impôts, voire quasiment pas d'impôts. On va faire un petit palmarès. Je ne sais pas si on doit être positif ou négatif dans le terme palmarès, Vanessa Lullier. Oui, non, donc en Belgique, donc l'impôt sur les sociétés s'applique à une grande majorité d'entités. En fait, toutes
les sociétés, associations, organismes et établissements doivent s'y soumettre à condition qu'elles possèdent une personnalité juridique, qu'elles aient leur siège ou leur principal établissement en Belgique et qu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations lucratives. Ça, c'est pour le volet légal. Alors, ces sociétés, elles sont soumises à un taux d'imposition normal de 25% depuis l'exercice d'imposition 2021, mais certaines bénéficient d'un taux réduit pour les PME qui est à 20,4%. Il existe évidemment une série de niches fiscales sur lesquelles certaines sociétés jouent avec des avantages fiscaux, notamment dans le domaine de l'innovation, de la recherche et du développement ou encore du tax shelter au niveau audiovisuel. Alors, à titre d'exemple, le PTB a calculé les gains des entreprises qui parviennent à déduire de leurs impôts. Alors, par exemple, en 2019, selon cette étude du PTB, GSK a pu déduire 1,5 milliard d'euros en revenus de brevets, une somme sur laquelle l'entreprise pharmaceutique n'a donc pas payé d'impôts. Oui, Kyria Frisch, quand on dit, et ça revient tous les ans dans la presse, quand on dit telle ou telle société a payé quasi pas d'impôts ou très peu d'impôts, c'est quelque chose que vous trouvez normal ou vous dites tiens, eux ils ont un très bon avocat, ils ont bien eu raison de faire comme ça? Non, alors je pense qu'en général, c'est simplement parce que la loi le prévoit. Alors il y a des sociétés qui payent peu d'impôts parce que leurs revenus ont déjà été taxés à l'étranger et il n'y a pas de raison d'être taxés deux fois. Et ça, c'est une erreur qu'on commet souvent. On dit telle firme qui est une holding paye très très peu d'impôts et ce n'est pas normal. Oui, il faut voir ce qu'elle a payé ailleurs. En ce qui concerne le cas, je ne connais pas le cas spécifique de GSK, mais si elle a bénéficié de déduction pour revenus de brevet, c'est qu'elle fait des recherches. Et je pense que c'est une entreprise dont on a intérêt à ce qu'elle fasse des recherches. Et le fait d'avoir une recherche en Belgique, d'avoir une créativité en Belgique et en Europe, je pense que c'est principalement le vrai problème qui est à la base de tout cela. Ouais. Mais quand on parle d'AB InBev, par exemple, j'imagine que AB InBev fait sûrement de la recherche, mais c'est peut-être un petit peu moins fondamental pour notre santé que la recherche de GSK. Est-ce que c'est par exemple normal qu'AB InBev paye très peu d'impôts ? Alors, je pense que sa holding paye très peu d'impôts parce qu'elle perçoit des dividendes. C'est la première multinationale belge. Elle perçoit des dividendes qui viennent de tous les autres marchés, par exemple des États-Unis, où elle paye un impôt qui a longtemps été de 33%. Ça, je pense qu'il faut bien vérifier quelle est la charge globale du groupe quand on a pour une fois, une société belge qui est en tête de groupe. En général, toutes ces grandes multinationales, elles sont américaines. Quand elles ne sont pas américaines, elles sont japonaises ou chinoises, mais l'Europe est en retard à ce niveau-là, au niveau créativité, et je crois que c'est un problème. Et je voudrais dire aussi, et je suis tout à fait d'accord avec M. Van den Burg, si on parle de justice fiscale, je pense qu'on avait un problème qui était ces grandes sociétés ne payent rien alors que nos PME payent des impôts, c'est ce que vous venez de dire vous aussi. Je pense qu'on pourrait en profiter si l'État belge touche 5 milliards de plus, par exemple, j'ai quelques doutes, mais bon, pour dire, eh bien, on peut réduire le taux de l'impôt des sociétés pour les PME. On a de la marge entre 20 et 15, on ne peut pas descendre en dessous de 15 quand même, mais eh bien, ce serait peut-être une bonne solution. On a besoin d'une relance. La meilleure relance qu'on peut trouver, c'est de relancer les PME. C'est une proposition que je fais. Ce qu'on gagne grâce à cette taxation des multinationales, donnons-le par une réduction d'impôts à nos entreprises, les PME belges. Ouais. Est-ce que ce serait un bon système pour vous, Thierry Afschrift, d'avoir un taux nominal qui serait le même pour tout le monde, petite ou grande entreprise, quel que soit le secteur d'activité, plutôt que d'avoir le système actuel qui est un système de niche et qui encourage effectivement ce qu'on va appeler l'ingénierie ou l'intelligence fiscale? Aujourd'hui, on a un taux nominal. C'est la fin de votre boulot, un petit peu aussi. Il y a des déductions, et vous en avez cité une, les revenus de brevets. Le problème de ces déductions, c'est qu'elles sont fixées en fonction de règles qui sont très générales et on ne peut pas toujours voir si l'objectif est atteint. Et c'est un problème. Moi, je serais personnellement partisan d'avoir un taux plus bas et d'éliminer beaucoup de niches fiscales. Parce que comparer seulement des taux, ça n'a pas beaucoup de sens. Je donnerai un exemple. Quand on a fait la réforme de l'impôt des sociétés il y a quelques années, on a réduit sensiblement le taux, mais on a augmenté la base et finalement, la réforme était neutre. Mais on pourrait peut-être faire la même chose, avoir une réforme neutre avec le surplus de recettes qui proviendront de la taxe sur les multinationales en réduisant la charge pour nos entreprises à nous, les PME. Oui, Arnaud Jacquary, je voudrais vous entendre sur un point. Imaginons effectivement qu'on aille au bout de l'exercice et qu'on ait effectivement un taux minimum d'imposition qui s'impose à toutes les entreprises européennes et notamment en Belgique. Est-ce que vous craignez qu'il y ait effectivement des grands groupes qui délocalisent une partie de leur activité qui est aujourd'hui à Bruxelles ?
Non, absolument pas, puisque de toute façon, la course au moins-disant fiscal, tout le monde l'a fait. Donc, ce que M. Ashrift oublie de rappeler, c'est quand même qu'on vient, au cours du gouvernement précédent, de passer de 33,99 à 25%. Donc, il y a déjà une forte baisse du taux théorique en Belgique, et tout le monde le fait dans tous les pays. Donc, les études, qu'est-ce qu'elles disent sur l'impact, sur la croissance et l'emploi de cette course au moins-disant fiscale, de ces coupes dans l'impôt sur les sociétés? La réponse, c'est que l'impact, il est proche de zéro, tout simplement puisque tout le monde fait la même chose. Donc, vous n'êtes pas plus compétitif que le voisin, puisque tout le monde descend d'année en année ce taux théorique. Mais vous avez des recettes fiscales en moins, et surtout cette injustice fiscale qui fait que chacun ne paye pas sa juste part. Donc c'est une question de justice fiscale, certes, mais c'est une question aussi de nécessité de mobiliser des moyens pour la reconstruction post-Covid, bon, sachant que les dettes ont explosé, mais qu'il y a une demande sociale fort importante pour la santé, pour la protection sociale et la reconstruction écologique. Ouais. Arnaud Zacharie, est-ce que ça veut dire qu'un taux de 25%, c'est celui de l'impôt sur les sociétés, c'est pas assez élevé pour vous ? Le 25%, c'est presque le taux mondial. Donc, à la limite, il faudrait un taux minimum mondial autour de 25%. Maintenant, l'administration Biden avait proposé 21%. C'était un taux qui était une très bonne cible. Maintenant, on descend à au moins 15%. Donc, vous savez que depuis lors, une série de ministres des Finances, dont l'allemand, dont l'américain, ont plaidé pour un taux plus élevé. Mais donc, le but, c'est vraiment de mettre fin à cette course au moins-disant fiscale qui est sans limite, parce qu'on a calculé qu'au rythme actuel, en 2052, il y aura 0% de taux moyen mondial. Donc à ce moment-là, il n'y aura plus rien à diminuer pour être plus compétitif. Donc de nouveau, c'est une question de justice fiscale et d'enjeu de mobilisation des recettes, bon, sachant que n'oublions pas que les très hauts revenus peuvent aussi se créer en société. Et donc plus vous baissez l'impôt sur les sociétés, plus vous êtes en train de siphonner aussi l'assiette fiscale de l'impôt sur les personnes physiques. Ouais, Gilles Van den Burg, vous êtes chef de groupe à la Chambre, hein, donc dans la majorité Vivaldi. Est-ce que ça va être un débat, ça, au sein de la majorité Vivaldi? Est-ce qu'on va toucher pendant cette législature à l'organisation de l'impôt des sociétés? Ou est-ce que c'est exclu? On verra ça pendant la législature prochaine et on verra bien si l'idée du G7, l'idée Biden, elle devient une réalité ou pas. Je pense que la priorité pour le gouvernement, et c'est ce que nous demandons clairement au niveau du groupe Écolo-Groen, c'est que la position de la Belgique soit la plus ambitieuse possible. La Belgique a quand même une voix au niveau européen, alors pas dans le G7, mais donc déjà porter les 21%, par exemple. On parle de au moins 15%, nous souhaitons que la Belgique clairement porte le taux et le débat sur le taux à 21%. Ça ferait déjà une grande différence. Je pense aussi, comme ça a été dit, que l'impôt des sociétés qui vient d'être diminué en Belgique sur la législature précédente nous semble équilibré, mais il faut que chacun fasse ce soit un impôt qui soit effectivement payé. Aujourd'hui, en Belgique, certaines entreprises, donc en Europe aussi, payent moins de 10%, de 5% d'impôts de manière effective. Et donc, est-ce que vous allez vous attaquer à ça avant la fin de la législature ou pas? Est-ce qu'il y a un accord entre partenaires? Et l'idée, et donc je ne suis évidemment pas toujours d'accord avec les plaidoyers de M. Ashrift, mais l'idée de dire on diminue au maximum le nombre de niches, ça par contre on le partage, et c'est d'ailleurs dans l'accord de gouvernement. C'est d'ailleurs dans l'accord de gouvernement, en tout cas de rationaliser. Il y a des choses qui restent intéressantes dans les niches, mais honnêtement, la plupart, c'est pour faire, comme vous avez dit, de l'ingénierie ou de l'optimalisation fiscale. Et ça, pour nous, franchement, il faut, je dirais, couper l'herbe sous le pied au maximum de ce type de procédé. Ouais. Est-ce que c'est pas un petit peu paradoxal qu'il ait fallu la sortie d'un président américain pour que les Européens commencent à envisager cette question, alors que ça fait quand même 30 ou 40 ans qu'on en parle, de la concurrence fiscale au sein de l'Union européenne? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Vous avez raison. Il y a le fait que quand les États-Unis, qui sont quand même une puissance plus importante, plus grande, certainement que la Belgique, et au même niveau que l'Union européenne, mais qui peut parler plus fortement d'une seule voix. Mais on sort aussi d'une épreuve jamais vue dans l'histoire récente de l'humanité, c'est la pandémie Covid, où nos populations sont épuisées, nos budgets ont été, comme je le disais, déployés de manière extrêmement intensive. De nouveau, c'est du jamais vu dans l'histoire récente. Et je pense que ces différents facteurs montrent qu'aujourd'hui, on ne peut plus accepter que chacun ne participe pas à hauteur de ses moyens au financement des soins de santé, des services publics. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, plus personne dans la population ne peut le comprendre. Et donc, effectivement, il faut profiter de ce moment. Je vais vous donner la conclusion, Thierry Afschris. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va voir les recommandations du G7 se réaliser? Si oui, dans quel délai? Est-ce que vous êtes d'accord avec Gilles Van den Burg? La crise mondiale, la pandémie qu'on vient de vivre, a un petit peu bousculé nos perceptions et implique qu'on doit avoir un minimum de solidarité internationale. Est-ce que c'est ça qui a changé les choses?
Je ne pense pas que c'est ça qui a changé les choses. Je pense simplement que les États-Unis qui ont sur leur sol la plupart de ces multinationales ont changé de président et ont un président qui veut changer la politique et qui veut sans doute redistribuer les charges d'une autre manière au détriment de ces multinationales, avec le paradoxe que ce sont ces multinationales qui peut-être l'ont fait élire. C'est paradoxal quand on voit l'attitude de Facebook, par exemple. Et je pense que l'Europe est à la traîne, simplement elle suit, parce que les Américains veulent bien. Maintenant, l'Europe est contente, c'est ce qu'elle a toujours souhaité, mais simplement elle n'obtiendra pas grand-chose, parce que l'accord prévoit aussi que l'essentiel des taxations resteront dans le pays où se crée la valeur, et ce pays, ce n'est pas le pays du marché, le pays consommateur, et l'Europe est un peu sous-développée dans ce domaine-là. Le pays où se crée la valeur, en général, c'est précisément les États-Unis, et ils vont conserver cela. Ça veut dire, je traduis pour tout le monde, c'est-à-dire que Facebook fait beaucoup de bénéfices en Europe, mais comme Facebook est aux États-Unis, les impôts iront aux États-Unis, hein, c'est ça que vous venez de nous dire. C'est ce que dit l'accord, on va redistribuer 20% de ce qui excède 10%, c'est ce qui est dans le deuxième pilier de l'accord. Ça ne fait pas grand-chose, 10% de bénéfices par rapport au chiffre d'affaires. Déjà, il y a certaines entreprises comme Amazon qui ne sont pas concernées. Et puis, pour le reste, on va partager 20%. Le reste, les 80% restants, ça sera toujours pour les États-Unis, siège mondial du groupe. Ouais, Mais c'est eux qui ont créé Facebook, il faut l'admettre. On n'a personne qui a été capable de le faire en Europe. Ouais, on voit ça devenir une réalité concrète dans quel délai ? Ça, par contre, pour arriver techniquement à modifier tout cela, à changer les traités préventifs de la double imposition et des quantités d'accords, en sachant qu'il y reste un certain nombre de pays opposants, l'Irlande a manifesté clairement son opposition et que chacun va vouloir tirer son épingle du jeu, je pense que ça va prendre du temps. Alors, il y a une volonté politique d'aller vite, nous sommes bien d'accord, mais concrètement, pour que tout le monde entier s'adapte, et le G7, ce n'est pas le monde entier, et la Chine, par exemple, n'y est pas, et c'est un acteur qui devient très important. Oui, ça veut dire, je pose la question à Arnaud Zacharie, c'est en termes d'années, le temps qu'on change toutes les législations ? Oui, bon, pour la mise en œuvre, mais bon, la décision, c'est pour octobre de cette année, hein, et puis après, il n'y aura plus qu'à la mettre en œuvre. Donc, évidemment, plus un système est simple et évite les échappatoires, et plus il est facile à mettre en œuvre. Donc, c'est pour ça qu'il faudra attendre les détails de la décision en octobre, mais on peut être optimiste, même s'il y a, à mon avis, deux obstacles. C'est d'une part le fait que la Chine et l'Inde soient bien autour de la table et acceptent cette réforme dans le cadre du G20, parce que c'est une réforme qui, pour l'instant, bénéficie à 60% pour les pays du G7. Et l'autre obstacle, M. Ashrif dit en effet que l'administration Biden propose un plan dans les intérêts des États-Unis, mais malgré cela, les sénateurs républicains font déjà tout pour tuer cet accord. Hein. Donc, ils trouvent que ça risque de tuer la compétitivité de l'économie américaine. Donc, attention que l'administration Biden a une majorité trop courte au Sénat que pour ce type de réforme. Et donc, là, il va y avoir une bataille tout à fait majeure. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour votre éclairage et votre expertise sur ces questions-là. Il y avait Gilles Vandenburg, chef de groupe écolo à la Chambre, Arnaud Zacharie, secrétaire général du CNCD, et Thierry Afschrift, qui est avocat fiscaliste. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.